Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, je continue la série Pause Café avec des personnalités exceptionnelles. Mais avant de commencer, allez sur mon site alisael.com parce que vous aurez accès à des ressources en français, des histoires, des vidéos exclusives et aussi à un cours pour les débutants, spécifiquement pour les débutants pour acquérir les bases du français, le baby stage. alisael.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je suis très, très heureuse parce que j'ai invité Tamara. Bonjour Tamara. Bonjour. Et Tamara, avant de commencer, est-ce que tu bois quelque chose pour la pause café? Oui, je bois mon café. Je bois mon café qui sent tellement bon. J'adore mon café. J'ai besoin de mon café. Je l'achète chez un torréficateur. C'est quelqu'un qui prend les graines de café et qui les fait brûler dans une machine. Mm. Et après, elle est moue. Elle est moue et ça sent bon. Ouais, j'adore Oui. aussi cette Voilà. odeur. Mm. En Les fait, matins, mon café. je vais te dire, Tamara, parfois je suis un peu déçue parce que j'adore Mm. l'odeur. Tu as l'odeur du café et le café, quand tu le bois, ce n'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Mais je vais chez une dame qui vend du café, du thé, des chocolats et de la liqueur. Et elle est spécialisée et elle me connaît Mm. et elle connaît ma machine, elle sait comment j'aime mon café. Et donc, c'est elle, elle me conseille et elle moud le café juste pour ma machine. Donc, elle le fait un peu plus gros pour que j'aille plus de goût, comme l'odeur, dans mon café. Mm. Donc, Alors, ça, moudre, ça veut me dire, ouais, ça veut elle dire. prend les graines et elle le moud en poudre là. Mais c'est plus gros que si je l'achète en magasin. C'est pas bon. C'est trop fin. Elle, Ah, elle le moud. Est-ce qu'on peut le voir? Je crois qu'on peut le voir. Ah, ah, miracle de miracle. Regarde, regarde. Est-ce que tu vois? ah oui, 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 C'est un peu oui. plus gros que dans le magasin. Ah. Dans les Parce supermarchés, tu veux que dire, quand on l'achète en supermarché, ouais. pour que les arômes donnent plus de goût à mon café. Tu as un service top, un Oui, service exceptionnel. oui, Et, j'ai et de la chance. comment s'appelle cette, on dit torréficatrice pour une femme? Je pense, je sais pas. Ben, je sais pas. Ouais. Vérificateur, je sais. Vérificateur. Peut-être, peut-être. Peut-être. Oui, Co- elle on va lui s'appelle. faire la publicité parce que, comme je l'ai dit Ah, dans d'autres vidéos, il faut donner des coups de pouce aux restaurateurs, aux commerçants qui ont eu beaucoup de mais difficultés durant cette pandémie. c'est une, oui, c'est vrai. Mais c'est une dame locale chez moi. Elle Oui, travaille oui. dans mon village. Ah, et comment s'appelle ton village, Tamara? Où habites-tu? Mon village s'appelle Tonins. C'est en Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, à mi-chemin, donc entre Bordeaux et Toulouse. Hmm, Et c'est à une demi-heure d'Agen, parce que je t'ai rencontré à Agen. C'est à oui. une demi-heure d'Agen. Et donc, j'achète local Hmm, pour aider les entreprises locales. oui, Locales, c'est ça? oui. Les entreprises locales, parce que c'est une entreprise. Ou les commerçants locaux, parce que c'est Voilà, un commerçant. ça c'est dur. J'ai encore du mal avec ça, oui, 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 voilà. Et Très donc, bien.
Et du coup, il y a moins de voyages. Et elle fait attention que ce soit euh, éthique, Oui, que les gens qui récoltent le café soient respectés. Alors, c'est un petit peu plus cher que si je l'achetais au supermarché. mm, Mais j'aide les gens dans le pays concerné. Je sais qu'ils sont bien traités. C'est pas bio, enfin, c'est pas organique, c'est ouais, raisonné, il oui. réfléchit, comme on dit. Et j'aide, enfin, c'est une maman d'un de mes élèves qui est grand Ah, maintenant. Il est plus à l'école maintenant, mais il travaille maintenant, parce que je suis vieille. ah, tu n'as pas l'air vieille, hein. Tu n'as pas l'air vieille. Ah, Mais merci, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. c'est ça. C'est du Et local. café ouais, équitable. Mhm. Mm. Et J'aime bien. il Mm. vient d'où ce café alors? Il vient de Celui-ci quel pays? vient de l'Indonésie, si tu regardes. Ah, d'accord, c'est un café indonésien. Très Mm. bien. Je Et vais. donc, comment s'appelle ce commerce, Tamara? Parce que même si c'est dans un petit village en France, si, pour ceux qui nous regardent, si vous venez en France et vous passez par Tonins, allez acheter du Mm. bon café. Oui, je ne sais pas. Parce parce que j'y vais tout le temps et je regarde jamais l'enseigne. Donc, là, ce n'est pas un problème, Tamara, parce que je vais mettre après dans la description de la vidéo le nom de cette boutique, de ce Et commerce. je le cherche, Voilà. Et tu auras le temps je de saurai. chercher le nom de l'enseigne, le nom de ce commerce. Je me le note. C'est ça, habiter dans une petite ville. Mm, C'est que on sait chez qui on va, mais pas forcément le nom mm. On du prend magasin. l'habitude d'aller et on oublie le nom. Mm. Oui, oui, oui. Donc, Tamara, c'est très intéressant parce que tu disais donc que tu avais encore des difficultés avec local, locaux, Mhm. parce qu'en réalité, tu n'es pas française, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu as la nationalité française? Explique-nous un peu tes origines. Oui. Alors, j'ai la double nationalité. Je suis française et américaine, mais je suis née aux États-Unis. Et quand j'avais 5 ans, nous sommes venus en France une première fois pour 1 an. Et après, on est retourné aux États-Unis. Et quand j'avais 11 ans, on est revenu vivre en France définitivement. Mes deux parents sont américains et on parlait anglais à la maison. Ma maman ne parlait pas le français, mais mon papa avait fait des études de français et il est venu en France pour passer un master de vieux français et de théologie. Donc, on Ah, a vécu en Provence, près d'Avignon, où j'ai grandi pendant 11 ans. Et mon papa, donc, apprenait le vieux français. Il faisait des recherches dans le Palais des Papes à Avignon. Et nous, on nous a mis à l'école en France et on a appris le français à l'école, comme ça. Et voilà. Et j'avais une dame qui nous faisait des cours particuliers, qui s'appelait Mademoiselle Lucie, qui était très âgée et qui vivait dans une petite maison dans un château avec un feu de cheminée et qui avait une bosse sur le dos, comme The Hunchback, comme le bouffon elle de était Notre-Dame. bossue, elle était Oui, elle était bossue. bossue, Mm. ouais. Et elle nous disait, je marche. Et puis elle marchait. Et puis elle nous pointait du doigt, elle disait, tu marches. Et elle nous faisait marcher. Et après, elle écrivait sur un tableau avec une craie. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Puis elle disait, le Ah, feu, il meurt
souffle. Et on a appris le français comme ça. Donc, vous avez appris en fait le français avec des mouvements, des actions, Oui, comme en fait cette dame utilisait TPR, Total oui, Physical Response. tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et puis après, une fois qu'on a progressé, elle nous racontait des histoires et elle faisait des dessins au crayon sur un tableau noir. Ah, donc elle utilisait vraiment l'approche de Oui, l'input compréhensible, cette dame, peut-être exactement. sans le savoir, je ne sais pas. Elle ne le savait pas parce que c'était en 1983 ou 84 et c'était une professeure de français à la retraite. En fin de compte, je pense que c'était intuitivement Hmm. que elle s'est dit, ben, c'est comme ça qu'il faut aider ces petits Américains. Donc voilà. Et après, le reste, c'était à l'école. Je suis arrivée le premier jour à l'école, je ne comprenais rien. Et je raconte souvent à mes élèves, les filles, elles voulaient que j'aille aux toilettes. Mais je ne comprenais pas, veux-tu aller aux toilettes? Donc, euh, il faut savoir, en Amérique, on est très pudique. Oui, c'est vrai. Et, et en France, non. Non. Et donc, les filles, c'était mon premier jour à l'école. Et en plus, on m'avait mis 2 ans en retard parce que je ne parlais pas le français. 2 ans. Donc tu J'avais, étais vraiment avec des petites filles voilà, comparé à donc, toi. j'avais 11 ans et ils m'ont mis en CE2. Donc des filles qui avaient 9 ans. Voilà. Et donc, les filles, elles m'ont traînée aux toilettes. Il y en a une qui a levé sa robe, baissé sa culotte et s'est assise sur les toilettes. Et moi, j'étais là. Oh. Mais je t'assure que la phrase «Est-ce que tu veux aller aux toilettes?» je l'ai retenue de suite parce que je ne voulais pas qu'elle recommence. Oui, tu l'as mémorisé dans ta tête parce que ça t'a choqué. Cette scène t'a choqué. Elle a levé sa robe et elle a baissé sa culotte. Mais ça, alors là, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui nous regardent parce que c'est le choc des cultures. Oui, Vraiment là. oui, oui. Et j'ai appris très vite, par exemple, la première fois qu'ils ont demandé qui mangeait à l'école, je n'ai pas levé la main. Donc, je n'ai pas mangé à midi Ah, parce que je n'avais pas compris qu'est-ce qu'ils ah faisaient. ouais. Et donc, très Mais vite, qu'est-ce que j'ai tu as appris. fait? Tu es restée toute seule? Un peu. Ben, en fin de compte, les enfants de l'école mangeaient à tour de rôle, les uns Mmh. après les autres. Et moi, je suis restée en cours de récréation Mmh. et je n'ai pas mangé parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai très, très vite appris à quelle heure ils mangeaient. Qu'il Donc, fallait voilà. lever la main et tu as compris manger, Oui, peut-être? manger, oui, exactement. J'ai compris manger. Je dois la cantine, oui, moi. Et pareil pour la piscine, la première fois à la piscine, je n'avais pas compris qu'il fallait amener le maillot Mmh, le maillot euh, de bain. Mmh. de bain. Donc, je n'ai pas été nager. Donc, tous les jours, j'amenais mon maillot pour pas, pour pas rater le jour de la piscine. Pour ne pas rater, pour ne pas manquer le jour de la piscine, oui. Après, tu avais peur de ne pas aller Oui, à la piscine. oui, exactement, exactement. Après, j'avais peur de ne pas pouvoir nager. Comme quoi. Ah Mais j'ai oui, appris donc, très vite. donc en fait, tu as appris par des expériences, par Mm. des chocs culturels et Oui, aussi grâce à cette dame, grâce à oui. cette professeure de français à la retraite. Oui, 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 exactement. Oui, oui, oui. Ça a dû Et être une sacrée expérience d'aller dans ce grand château ah avec oui, une cheminée et puis oui, cette dame qui était bossue. oui. Ah, je pense que tu devrais, Tamara, tu devrais écrire un livre, une Je pense. histoire sur ça, hein. Ah oui, c'était un. J'aime beaucoup lire et pour moi, c'est un très beau souvenir. Les Mmh. odeurs, la vue. euh, et puis, c'était une des seules personnes qui nous expliquait
pourquoi il faisait ça et pas ça. Et parce qu'il y a eu la choc des cultures aussi, des choses qu'on ne comprenait pas. Voilà. À Mm. savoir que je suis dyslexique. Mm. euh, et mes parents l'ont su quand j'avais 5 ans. Donc, Mais tu ils me étais en France à ce moment-là. c'était quand je suis rentrée de France, Mm. quand je suis retournée aux États-Unis. Et mes parents ne me l'ont pas dit. Ah, Et ils étaient tous les deux professeurs et ils m'ont fait écouter des livres avec le livre à lire en même temps. Et j'ai appris à lire très vite à cause de ça. Et du coup, parce que mes parents se sont dit, la seule manière de l'aider, c'est qu'elle lise beaucoup. mm. Et donc, ils m'ont fait lire. Donc, j'avais l'audio et le livre. Et ma mère me lisait énormément d'histoires. Elle m'a lu Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 6 ans. Ah oui, tu étais Et, jeune, oui. Parce ouais, que Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même assez et, littérairement hmm. Oui. Et La Petite Maison dans la Prairie, enfin, elle me faisait lire beaucoup. Donc, quand on est arrivé en France, ils ont continué ça, mais en français. Parce qu'ils ont Mm. dit, si on veut qu'elle puisse écrire en français, il faut faire pareil. Donc, beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de lectures. Et je lisais beaucoup. J'ai toujours lu beaucoup. Ouais, Ah ça oui. c'est... Et donc, Mhm, grâce à la lecture, mhm. tu as non seulement, je pense, acquis le français, euh, ça t'a aidé à acquérir le français, mais est-ce que ça t'a aidé aussi pour ta dyslexie, donc, tu penses? Alors, je pense, mais l'école pour moi a été très, très difficile parce Mm. que je suis dyslexique, dyscalculique et aphasique. Donc, Ah oui. dyscalculique, les problèmes avec les chiffres. Je Mm. retiens pas les chiffres. Dyslexique, c'est le problème avec l'écriture. Et aphasique, c'est un problème de mémoire. Et donc, à Ah, l'école, aux États-Unis, je n'allais jamais à la récréation. Mes professeurs m'obligeaient à recopier tous les mots que j'écrivais mal et la table de multiplication. Donc, je n'allais jamais en récré. Je recopiais et ils disaient, mais tu n'as pas bien appris. Et j'apprenais, mais j'y arrivais pas. Donc, pour moi, ça a été très dur, mes mm. années à l'école. Et mes parents ne me le disaient pas. Ils me disaient pas, je pensais que j'étais bête, en fait. Je pensais que Ah, j'avais un problème. Et arrivée en France, j'ai eu une maîtresse, ma deuxième année, qui nous faisait faire, alors, elle nous faisait écrire des poèmes, elle corrigeait les poèmes et elle nous les faisait imprimer avec une imprimante, avec les lettres euh, et avec une presse où il faut passer l'encre. ah. Et du coup, quand Mm. on fait l'imprimerie avec les lettres en métal, il faut les mettre à l'envers avec un miroir. Ah. C'était Et il une fallait, vieille technologie, oui. oui, c'est une vieille imprimerie à presse avec un rouleau et de l'encre. Et du coup, tous les mots, je devais les faire comme ça. Et puis après, avec le miroir, on vérifiait. Et ça m'a beaucoup aidé, Ah. énormément. Parce qu'il fallait écrire à l'envers, donc il fallait réfléchir à comment ça se plaçait, etc. Et j'ai fait beaucoup de progrès avec l'imprimerie. C'est C'est bizarre, hein? très, non, mais c'est très intéressant parce que, en effet, j'ai lu des articles sur la dyslexie parce que Mhm. j'avais des élèves dyslexiques et ça m'intéressait de comprendre pourquoi ils étaient dyslexiques. Et il y a maintenant des études qui montrent que c'est peut-être un problème de vision, de Oui, vue. oui. Mm. Alors, dans mon cas, oui, j'ai un problème de visuel, mais Mm. c'est aussi un problème, j'ai un problème dans le cerveau. J'ai Mm.
mes parents, ils ont eu un accident de voiture quand j'étais petite et j'ai un problème effectivement Ah, j'ai un bout du cerveau qui est écarté, un peu comme Alzheimer, oui. un petit peu. Donc il y a un problème au niveau du cerveau. Je sais pas. C'est- Non, mais c'est intéressant parce que, comme tu le disais, tu pensais que tu étais bête ou que Oui, tu étais stupide ou que tu... Et en fait, ce ne serait pas un problème d'intelligence ou non, quelque chose à voir avec l'intelligence. C'est un problème vraiment physique, en fait. oui, neurologique, oui. Oui. Et du coup, en fin de compte, c'est mon professeur d'anglais au lycée Mm. qui m'a dit, mais Tamara, tu es dyslexique. Il est allé voir mon professeur de mathématiques. Ils m'ont pris dans une salle, ils m'ont expliqué ce que c'était. Et j'ai fait, ah. Et ils m'ont dit, mais en fin de compte, tu es très intelligente, mais tu réfléchis différemment que les autres. Et comme l'école n'utilise pas ta façon de réfléchir, tu es obligée de tout retravailler toute seule. Et Mm. donc, ça te prend beaucoup de temps. Ils m'ont expliqué ça et ça a été un Mince. soulagement. J'avais 17 ans et ça a été une découverte. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma maman, je suis dyslexique, et dyscalculique et aphasique. Elle me dit, oui, je sais. Quoi? Et alors, j'étais très en colère avec mes parents pendant un temps parce que Ouais. j'ai dit, mais non, mais eux, ils croyaient bien faire. Ils Mm. pensaient que c'était bien que je sache pas. Mais pour moi, de savoir, ça m'a beaucoup aidé. Et mes 4 enfants sont tous dyslexiques, moins ou plus, les 4. Donc, ils ont tous des difficultés. Et tu leur as dit, toi, Oui. directement? En fin de compte, j'avais pas trop le choix puisque mes 2 aînés, ils ont voulu les mettre dans une classe spécialisée et ils m'ont dit, il faut que vous arrêtez de leur parler en anglais. Et moi, j'ai refusé et je leur ai fait l'école à la maison. Mm. L'inspecteur a dit à mon aîné, quand il avait 6 ans, Donc, l'aîné, c'est le numéro un de la hein, famille, hein. Mm. voilà, le numéro 1 de la famille, mon grand, il lui a dit, quand il avait 6 ans, il lui a dit, tu ne pourras pas faire un métier où il faut lire et compter. Il faudra que tu fasses un métier avec tes mains. Et mon fils est parti dans sa chambre. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Et pendant 2 mois, il a refusé de travailler. Et moi, j'étais très inquiète. Et ma maman m'a dit, c'est pas grave, raconte-lui des histoires sur l'histoire et la géographie, des histoires sur les mathématiques, des histoires sur les sciences. Trouve toutes tes histoires. Alors, j'ai trouvé une méthode qui est basée que sur les histoires. Et donc, on a travaillé là-dessus et on a créé des maquettes, des schémas, Mm. Mm. etc. Et, euh, et aujourd'hui, il est en 4e année de médecine aux États-Unis et il est complètement bilingue. Il parle aussi bien le français que l'anglais. Il a eu son baccalauréat en France avec mention bien. Et aux États-Unis, il a fini premier de sa promotion en 3e année de médecine. Donc, Wow. voilà. Il a fini major. Major. Ouais, major, ouais. Mhm. Et donc, c'est encore une magnifique histoire, ça, Oui, Tamara. oui, C'est oui, une très oui. belle histoire et je dois dire que oui, en France, en général, le système d'éducation est très, comment dire, pessimiste ou enfin négatif ou en général, oui, les inspecteurs. Donc en France, il y a un système très particulier qui, je pense, est différent, très différent du système américain ou d'autres systèmes dans le monde. Il y a des inspecteurs Mhm, qui contrôlent mhm, que le programme de l'éducation nationale mhm. que met en œuvre le gouvernement est respecté. Exactement. Donc les inspecteurs contrôlent les professeurs à l'école et les inspecteurs aussi contrôlent les parents qui Mhm. décident de faire l'école à la maison. Exactement.
Mm, mm, mm. Et donc, les inspecteurs peuvent être très méchants ou cruels ou Là, c'était cruel. cruels, oui. Parce que je pense ils ont cette forme de pouvoir, de contrôle. Oui. Mm. Et oui. Ça change, parce que maintenant, je travaille avec les inspecteurs, avec mon travail, et ça change. C'est pas encore parfait, mais c'est Mmh. mieux que quand mon fils était petit. Oui. Ouais, parce Mais il y a que cette idée il y a cette idée que les élèves qui ont la dyslexie ne pourront pas progresser, etc. mmh, Surtout en langue. Et puis cette notion que si on parle deux langues petits, on va pas arriver à en parler une bien. Et ça, c'est oui. fou. Ça, c'est fou, c'est fou. Alors ça, Mm. c'est très intéressant parce que justement, il y a beaucoup de parents bilingues Mm. qui nous regardent ou bilingues, enfin Ouais. un parent qui parle une langue et un autre qui parle une autre langue et qui ont des enfants. Et c'est toujours cette question, oui. Mm. Comment faire pour qu'ils acquièrent les 2 langues? Et est-ce qu'il y a une langue qui va l'emporter, qui va Mm. prendre sur l'autre? Alors toi, comment tu as fait, Tamara, avec tes enfants? Parce que donc, tu habites en France Oui, et tu es marié, le père des enfants est français, c'est ça? oui, le père des enfants est français Mmh. et donc moi je suis américaine, Mmh. française et je parle l'anglais et le français. Alors quand je grandissais, mes parents étaient américains, donc on parlait anglais à la maison et français en dehors. Et on a quand même tous réussi à être bilingues. Donc ça, c'est quand toi, tu étais petite? Oui, moi, Mmh. quand j'étais petite. Oui. Mais avec mes frères et sœurs, euh, on parlait, on parlait français ensemble jusqu'au portail de la maison. Et quand on arrivait au portail de la maison, on parlait en anglais. Ah, c'était un peu intuitif, quoi. Là, on Oui, arrive, à la maison avec les parents, on se met ouais, à parler en anglais. exactement. Et mes Hein? parents, ils riaient à chaque fois parce que c'était vraiment, ils nous entendaient parler en français dans le chemin. Et puis on arrivait au portail, on ouvrait la porte et puis hop, on parlait en anglais. Mais ça, c'est un peu différent, Tamara, parce que tes 2 parents étaient anglais. Moi, pour moi, par exemple, dans ma situation, donc j'ai des enfants aussi, mon compagnon est français aussi, donc c'est assez facile, je pense que c'est peut-être plus facile. Mhm. Parce qu'à la maison, en effet, on parle français, c'est naturel. On ne va pas commencer à parler portugais. Et à l'école, et à l'école, ils parlent portugais. Donc il y a Ouais, vraiment cette différenciation qui est exactement. faite naturellement. Mais Et c'est ça que je voulais insister dessus mmh, parce que chez moi, le papa des enfants euh, euh, n'est confortable que en français. mmh, Et moi, je voulais que mes enfants parlent anglais. Donc, j'ai commencé, et puis, quand ils étaient bébés, l'anglais venait naturellement pour moi quand je leur parlais bébé. Et, mais il n'y avait que moi. Et ils ont su très vite que je comprenais très bien le français et que je pouvais parler le français. Donc, ils ne me répondaient que en français. mmh, Et du coup, je leur montrais tous les films, je leur montrais en anglais, je leur racontais des histoires en anglais, mais ils répondaient toujours en français. Et nous avons été très inquiets quand la dyslexie a été trouvée chez mes deux grands, parce qu'ils nous ont dit que c'est parce que maman parle anglais et papa parle français. Et il n'y avait pas beaucoup de recherches encore à l'époque et j'ai eu peur. Mais j'ai continué à parler anglais à la maison, mais en dehors avec les autres, parce que les autres personnes étaient vexées que je parle en anglais à mes enfants. ah bon? Oui, parce qu'ils ne comprenaient souvent pas ce que je disais. Et Mmh, surtout mes beaux-parents, ils n'aimaient pas que je parle en anglais à mes enfants. Donc, je leur ai parlé en français en dehors de la maison et anglais à la maison.
Et mes enfants, on avait l'impression qu'ils ne réalisaient pas que ils entendaient de l'anglais. Ils voyaient tous les films qu'ils voyaient étaient en anglais, toutes les histoires que je leur lisais étaient en anglais, mais on aurait dit qu'ils ne faisaient pas la différence. Et nous avons déménagé aux États-Unis euh, quand l'aîné avait 7 ans à peu près. Et, ils ont été à l'école à ce moment-là aux États-Unis. Et de suite, au bout de à peu près, ils ont mis 15 jours. Et au bout de 15 jours, ils parlaient en anglais et ils ont commencé à me répondre en anglais à la maison. Or, on vivait aux États-Unis. Donc, nous avions décidé de parler français à la maison aux États-Unis. Donc, en France, moi, je parlais anglais et leur papa parlait français. Et quand nous sommes partis aux États-Unis, on a décidé de parler que français à la maison parce qu'il n'y avait que là qu'on parlait le français. Et ils parlaient l'anglais en dehors. Et là, ils se sont mis à me parler en anglais à Mm. ce moment-là. Et ma fille a écrit une rédaction un an après et elle a dit, je suis arrivée de France aux États-Unis et je ne parlais pas du tout l'anglais, je ne le comprenais pas. Et puis en 15 jours, j'ai su parler et comprendre l'anglais. Parce que, en fin de compte, dans sa tête, ce que moi, je leur avais dit à la maison, ils n'avaient pas réalisé. C'est comme si elle a... Je sais pas, c'est quand on est rentré, quand on est parti aux Mm. que, hop, et quand on est revenu en France 4 ans plus tard, mes enfants ont continué à me parler à moi en anglais et à papa en français. Mm. Et ils continuent à parler anglais à la maison. Euh, et ils n'aiment pas quand je leur parle en français maintenant. Ils veulent que je leur parle en anglais. Donc voilà. Et C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est ce on en parlait avec ma sœur parce que ma mhm. sœur, son mari est anglais. Ah, Et en effet, quand ma sœur parle français à ses filles, ils vivent en Angleterre, mhm. elles ne répondent pas Mhm. en français. Elles Est-ce- répondent en anglais. Mais maintenant, ils sont venus en France Oui. et elles vont à l'école française, les filles, et elles commencent à parler français. Donc peut-être, on pense que en fait, c'est quand ça devient une nécessité. C'est ça, c'est ça. En fin de compte, depuis j'ai fait des recherches, ça m'a poussée à faire des recherches parce que j'étais inquiète pour mes enfants. Mm. Et on appelle ça une langue passive, c'est-à-dire qu'on l'entend, on le comprend, on le connaît, mais on ne s'en sert pas. Mais ça ne veut pas dire, et souvent c'est étonnant, puisque ce sont souvent des personnes qui sont capables de commencer à faire des phrases ou à écrire d'un coup à partir du moment où ça devient une nécessité. Mm. Et il y a ce cas aussi, il y a beaucoup de cas comme ça aux États-Unis, Oui. des enfants hispaniques. Donc Mhm. à la maison, on leur parle espagnol, mais ils ne répondent pas, enfin, c'est passif, oui. Ils vont dire, quand ils sont adultes, ils vont dire, ah oui, oui, je comprends l'espagnol, mais je ne le parle pas. Mais ils vont avoir des facilités à apprendre à parler espagnol et ils vont avoir des notions intuitives de la grammaire, de la conjugaison, qu'ils n'auront pas besoin d'apprendre. Ça sera une facilité. Et ça, Mm. il faut pas le négliger parce que c'est difficile d'apprendre la grammaire. Ma maman est née aux Indes, Ah, en Inde. oui, et ses parents étaient américains. Et elle ne parlait qu'anglais, mais sa nounou était hindoue et les gens autour d'elle étaient hindous. Et même plus tard, elle arrivait à lire des textes en hindou, mais elle ne l'avait, à part quelques mots par-ci, par-là, elle ne l'avait jamais lu. Et j'ai toujours Mm. trouvé ça intéressant. Mm. C'est fascinant. Mm.
Oui, C'est je trouve fascinant, enfin. ouais. C'est fascinant, mais le truc, c'est que beaucoup de parents, en fait, ont peur que leurs enfants ne Mmh, parlent jamais la mmh, langue qu'ils comprennent sans doute, qu'ils comprennent, mais comme ils ne répondent jamais, comme ils ne parlent pas, on a toujours cette peur qu'ils ne la parlent jamais mmh, ou qu'ils ne puissent pas la parler. Après, j'ai écouté là récemment d'autres recherches qui disent qu'on a besoin en fait d'entraîner la langue, le mouvement de mmh. la langue vraiment, hein, la Oui, langue, oui. euh, pour pouvoir parler Mais une langue. Alors, oui, alors par contre, oui, alors je ce sais qu'il y a, pas. c'est que en fin de compte, l'oreille humaine entend tous les sons à la naissance. Mm, Et à l'âge de 6 ans, l'oreille se ferme pour entendre que les sons qui sont familiers. mm, Or, mm, si un enfant entend les deux langues ou plusieurs langues depuis tout petit, son champ auditif, sa capacité à entendre tous les sons va être plus large qu'un enfant qui aura entendu un petit peu. Et dans le cerveau, on a, on a une partie du cerveau pour l'apprentissage des langues, l'hypophyse, qui est d'une certaine taille quand on apprend qu'une langue. Mais si on entend plusieurs langues, un, deux, trois, quatre, et que on comprend, même sans parler, l'hypophyse va être plus grand. mm. Et il arrête de grandir à un moment donné, mais quand on apprend les mathématiques et les autres matières, le corps crée d'autres parties du cerveau basées sur cette première hypophyse et il garde la taille de l'hypophyse de départ. Donc, s'il n'y a qu'une langue, il va garder la petite taille et s'il y a eu plusieurs langues, il va garder la taille plus grande et il fera des liens, des connexions plus forts. Donc, Mm. même s'il ne parle pas, il va avoir quelque chose au niveau neurologique qui va être créé, qui est très important. Après, il faut penser que ça voudrait dire que quelqu'un de muet Mm. n'arrivera pas à comprendre la langue, ce qui n'est pas vrai, parce que Mm. j'ai des amis muets, ils arrivent. Par contre, effectivement, la langue et la façon de prononcer se restreint aussi à 6 ans si on ne la parle pas. Alors, ce qu'on Mm. peut faire, c'est on peut essayer de trouver des amis pour les enfants qui parlent l'autre langue. Il faut le rendre, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est une question de survie quelque part. Mm. Il leur faut soit des amis ou une mamie qui ne parle que cette langue pour déclencher. Nous, l'élément déclencheur, c'était qu'on a déménagé aux États-Unis. Pour ta sœur, c'est qu'ils ont déménagé en France. Mm. Mais il faut une raison. Les enfants ne parlent pas sans raison. Enfin, l'être humain ne parle pas sans raison. Mais j'ai des amis qui n'ont jamais bougé et euh, j'ai des amis parisiens. La maman est américaine et elle vient de Floride, donc elle parle anglais et espagnol. Et le papa est allemand et il parle allemand. Et ils vivent à Paris. Ah oui. Et ils ont 3 garçons qui sont adultes aujourd'hui. Et à la maison, ils ont parlé les 3 langues. Mais quand ils voulaient, Mm. Milly, elle me disait, je parle espagnol quand je dis à mes enfants que je les aime. Je parle anglais. Je parle anglais quand je leur dis qu'il faut manger. Et je parle allemand quand je suis en colère. C'était une blague. Milly était Oui, oui, très... C'était une dame c'est avec des très drôle. chapeaux. C'était une dame avec des chapeaux. Elle était très... Et Manfred, en fin de compte, c'était l'architecte pour Disneyland en Allemagne. Ah, C'est lui qui a dessiné les trucs. Donc voilà. Mais leurs enfants, aujourd'hui, ils parlent les 3 langues. Et ils leur ont jamais exigé de parler l'une ou l'autre. Ils mais ils parlaient... ont réussi, enfin, Ouais. ils ont Et parlé finalement, donc.
Ouais. Et ils travaillent tous les trois dans des milieux internationaux. Mm. Oui, Mhm, mhm. des milieux internationaux. Et ils utilisent leurs trois langues euh, couramment. Et ils ne les ont pas forcément parlé. Ah, c'est bien, je pense que ça dépend peut-être aussi de la personnalité de chacun. Oui, Si on peut-être. a une personnalité plus, on a envie de parler, ou si on est plus timide, ou je ne sais pas. C'est passionnant, je pense. Mais Oui, je comme tu pense. le dis, c'est vrai, on ne parle pas sans raison. Oui. Et donc, c'est ça que j'aime aussi avec la méthode qu'on utilise, parce que toi aussi, Tamara, tu es professeur de langue, c'est que Mhm. cette méthode est basée sur l'input, Oui. et on ne force pas les Mm, gens à parler mhm, sans raison. mm, Forcer à répéter mm. quelque chose, c'est contre-productif, je pense. Oui. Et je pense que même, il y a un moment où on a envie de dire des choses, parce qu'on est des êtres qui communiquent, même si on est introverti. Il y Mm. a des moments où on a envie de parler. Par exemple, la chanson, même si on a Mm. personne à qui parler. Moi, je sais que mes enfants, ils ne répondaient pas. Ils ne me répondaient pas en anglais, mais ils chantaient souvent en anglais. La chanson, par exemple, c'est un exemple de quelque chose où on ne communique pas, mais c'est le plaisir Mm. de dire, ou les sonorités, la poésie, ou des choses, ou les comptines, ils les ont retenues. euh, ils les ont Ouais. retenues. Ce sont des très bons conseils, c'est vrai, parce que je donne des cours, une classe à des petits enfants, et certains enfants, le seul moment où ils parlent, enfin où ils parlent français, c'est quand on chante, quand nous chantons des petites chansons françaises, des comptines, comme tu dis, sur le pont d'Avignon. Tu dois connaître cette chanson parce que tu habitais quand tu étais petite à côté, Danser sur le pont d'Avignon, pour de vrai. en plus. Les premiers mots que j'ai connus en français, c'était Frère Jacques, Oui. dormez-vous, sur le pont d'Avignon. Et le troisième, tu vas rire, c'était peu cher. Alors, tu dois expliquer peu cher à ceux qui nous regardent parce que Alors, peu cher, pourquoi? Parce que peu cher, c'est un mot français qui est très typique de la région de Provence et puis de la France profonde. Peu enfin cher, du sud-est, hein, ouais, du je sud-est. dirais, du Oui, sud-est de la France, hein, parce que moi je suis parisienne, peu cher pour nous c'est sud-est, hein, c'est pas. oui, oui, c'est Et aussi sud-est. là où tu habites dans le sud-ouest, on Non, n'utilise pas peu cher. pas peu Non, cher. non. Mais j'ai retenu peu cher quand j'avais 5 ans et c'était le seul mot que je connaissais quand on est rentré aux États-Unis parce que les Français nous regardaient et ils savaient qu'on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient et ils nous regardaient et ils disaient «Oh, peu cher, les pauvres petits». Et peu cher, ça veut dire pauvre, cher, Hmm. et c'est un peu, c'est rempli un peu d'amour, de compassion, et ça veut dire oh pauvre petit chéri, Oui. grosso modo. Et donc on habitait dans un quartier avec beaucoup de personnes âgées, des vieilles personnes, et qui nous aimaient beaucoup parce qu'on était les seuls petits enfants. Et il nous regardait, il disait peu cher. Il ne parle pas le français. Et donc, ce mot, peu cher, je l'ai retenu. C'est pourquoi? Pourquoi? Alors, je ne l'emploie jamais parce que, ben voilà, peu cher, ici, dans le sud-ouest, ça ne s'emploie pas. Peu Non, cher. mais c'est parce que tu l'entendais beaucoup, c'est encore la force de l'input. Tu Oui. entendais Alors, beaucoup, beaucoup ce mot et donc oui, tu l'as retenu. oui, ça, c'était mignon. Par Oui. contre, Par contre, un jour en classe,
J'ai levé la main. Il y avait un garçon derrière moi qui faisait des bêtises et j'entendais pas le professeur. Donc, j'ai levé la main et je dis, Madame, il fait le con. Et parce que dans le sud-est, faire le con, c'est il fait des bêtises. Sauf que ça ne veut pas dire ça. C'est un gros mot. C'est pas joli. Et moi, comme j'apprenais avec l'input de mes camarades, j'ai cru que con, ça voulait dire idiot, bêtise, sot. Et donc, j'ai employé ce nom en classe avec mon professeur. Elle est devenue toute rouge. Et puis, elle m'a expliqué après la classe ce que ça voulait dire. Et moi aussi, je suis devenue toute rouge. Et je n'ai plus employé. Mais mon papa, parce que mon papa est pasteur, il a utilisé à l'église dans sa prêche parce qu'il croyait que ça voulait dire idiot aussi. Oui, il croyait que c'était un mot normal. Voilà. Parce qu'il l'entendait beaucoup. Ouais. Et une vieille dame du fond de l'église lui a dit « Non, 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 c'est pas beau. » L'input dans le pays. Oui, ça peut être traître, n'est-ce pas? Oui. Mais justement, dans le sud-ouest, on dit écon, non? Oui, tout à fait. Oui. Mais dans le sud-ouest, même maintenant, parce que moi, dans le sud-est, on dit crayon gris. Un crayon gris, un crayon gris. Crayon de papier, tu veux dire? C'est un crayon de bois, un crayon de papier, le crayon gris. Et mes élèves, ils ont la même réaction que toi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'en Provence, on dit un crayon gris et ailleurs, on dit un crayon à papier ou un crayon de bois aussi. De bois, oui. Mais en Provence, on dit un crayon gris. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai habité en Espagne, donc juste de l'autre côté de la frontière avec le sud-ouest, en Aragon, et ils disent éco. Éco. Écon, éco. Ils le disent beaucoup dans les villages, bon, pas dans les villes. Oui. Donc, c'est amusant, ces expressions. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi aussi, ça m'est arrivé en Angleterre. J'entendais beaucoup, beaucoup le mot « it's crap » et je pensais que c'était un mot courant pour dire « it's rubbish »,« it's crap ». Et en fait, je l'ai utilisé en classe parce que j'enseignais le français à l'école. J'ai dit « ah, it's crap » et tous les élèves m'ont regardé horrifiés. Qu'est-ce que j'avais dit? Et après, j'ai compris que oui, ce n'est pas un mot à utiliser comme ça, de manière formelle. On apprend très vite. Mais ça donne des occasions de rire. Hein? Oui. Ce sont des expériences pour la vie. Et donc, tu es professeur de langue, tu enseignes l'anglais. C'est ça, Tamara? Oui, en France, j'enseigne l'anglais. J'enseigne le français aussi. J'enseigne au collège, au lycée et en cours privé. Et je fais aussi la préparation pour les examens pour les enseignants de français aux États-Unis et la préparation des professeurs pour l'anglais en France. Donc, je les aide à préparer leurs examens. En France, c'est très compliqué parce qu'on a des gros examens. Donc, je les aide à préparer leurs examens pour qu'ils réussissent. Et ensuite, ça, donc la moitié, c'est l'enseignement de l'anglais à l'école. Et l'autre moitié de mon travail, c'est préparer les futurs professeurs d'anglais pour leur classe. Donc, après l'examen en France, ils ont 1 an. Et pendant cette année, je leur fais des cours
et je vais les inspecter Ah, pour les accompagner pour l'enseignement de l'anglais. Donc voilà. donc tu es devenue inspectrice, Tamara. Pas tout à fait. En fin de compte, les inspecteurs, c'est au-dessus. Je fais ce qu'on appelle les visites conseils. C'est-à-dire que Ah, je ne décide pas si c'est bon, mais je les conseille. Je leur dis, voilà, ça c'est bien, voilà. hmm, Et j'aime beaucoup ce côté-là de coach. C'est plus un côté coach que inspection. J'aime beaucoup accompagner les enseignants hmm. dans l'enseignement de la langue. Et puis, je fais ça à Agen aussi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc, tu utilises l'approche d'input compréhensible, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas du tout utilisé dans le système de l'éducation nationale française, non? Alors, 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 comment tu fais? Toi, tu es en fait une évangéliste, on dit. Tu en fait, propages la bonne nouvelle dans l'éducation nationale, Tamara. exactement. Alors, en réalité, en fin de compte, moi, je faisais de l'input naturellement à cause de mes expériences et je ne savais pas que c'était une méthode au départ. Ah, Et à cause de mes enfants, à cause de moi, la manière dont ma maman m'a enseigné, la manière dont j'ai appris le français, la manière dont j'ai appris à mes enfants, euh, je, je l'utilisais naturellement sans connaître les théories, etc. Et quand j'ai été employée aux États-Unis pour être éditrice de cours de langue numérique, oui. digitale, euh, j'ai appris, on a dû étudier toutes les méthodes d'enseignement des langues et j'ai appris que c'était une méthode. J'ai appris qui était Stephen Krashen, qu'est-ce que c'était que le comprehensible input. Donc, j'ai appris tout ça après. Et oui, je suis complètement convaincue. Et en fait, les textes en France pour l'enseignement des langues sont basés sur les recherches de Stephen Krashen. Ah, Et en fin de compte, il est même cité dans les textes officiels. Et la manière dont on doit travailler s'appelle la méthode actionnelle. C'est-à-dire que les élèves sont censés parler la langue en faisant des actions réelles de la vie réelle. Sauf mm, que la manière dont ça a été interprété ou la façon dont c'est appliqué, la mm, façon dont c'est utilisé en classe, on exige aux élèves de produire, de dire, de faire des choses en anglais ou dans la langue étrangère très vite. Et Steven Krashen, non, c'est pas ça. Il dit qu'il faut beaucoup de input mm. avant, il faut beaucoup d'informations avant. Donc, en fin de compte, mon but, souvent, c'est de leur montrer le lien entre les deux. Et la plupart du temps, j'essaie de leur expliquer comment leur donner un maximum de comprehensible input avant de leur donner le output, donc l'expression. Le problème, c'est que les notes sont basées souvent sur l'expression. Mm. Donc, je leur montre aussi comment tester la compréhension Mm. sans tester l'expression. Oui, Ce qui tient à nous, parents. Ils ne répondent pas, ils ne parlent pas dans la langue avec laquelle on parle, mais on sait qu'il comprend parce qu'il va aller le faire. mm. Donc, et souvent, en tant que professeur, on oublie ce côté-là. Et donc, je leur montre l'importance du comprehensible input. Mm. Et puis, on fait des jeux, etc., en actionnel, des jeux de rôle pour Mhm. s'entraîner, pour utiliser l'actionnel comme Steven Krashen voulait, en fait, en classe. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un,
tu as soulevé un problème, c'est que ce n'est pas qu'en France, c'est dans le système d'éducation. On pense que c'est la production qui compte, l'expression qui compte pour savoir si un élève a acquis la langue. Et c'est la même chose aussi, je pense aussi pour nous parents. On pense, ah, mon enfant ne parle pas, oh non, il ne sait pas, il n'a pas acquis la langue. Ou, on met trop de focus, je pense, trop de pression sur la production. Et C'est vrai. Et je sais qu'il y a quelque chose qui a transformé ma façon de réfléchir parce que quand je faisais l'école à la maison à mes enfants, j'avais très peur qu'ils ne réussissent pas. Et j'étais très exigeante, j'étais méchante avec mes enfants, oui, méchante avec mes enfants parce que j'avais la pression. L'inspecteur m'avait dit, tu vas aller en prison parce ouais. que c'est pas bien ce que tu fais. Donc j'avais peur et donc je me mettais en colère avec mes enfants et je suis partie faire une formation euh, sur les apprentissages, comment on apprend. Et le monsieur, le premier jour, nous a donné un exemple. Il a dit, c'est un garçon qui ne parlait pas, qui était autiste, et il devait faire un test pour savoir s'il était intelligent. Et sa maman l'amène chez les examinateurs et ils lui mettent une chaise devant lui et l'examinateur lui a dit combien de pieds a cette chaise. Et le garçon n'a pas répondu. Et l'inspecteur a conclu qu'il était idiot, qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas compter. Et la maman a dit, mais je suis sûre qu'il connaît la réponse. C'est n'importe quoi. Et dans la voiture, elle dit à son fils, moi, je sais que tu es capable de répondre à cette question. Pourquoi tu ne leur as rien dit? Il a dit, mais ils sont bêtes ou quoi? Tout le monde sait qu'il y a 4 pieds sur cette chaise. Pourquoi j'irais leur dire qu'il y a 4 pieds sur cette chaise? Il voulait faire quoi avec cette question? Il était en colère, en fait. Et ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte que tout mon système, parce que j'étais enseignant avant d'être maman, tout ma système d'appréciation de mes enfants était basé sur ce qu'ils me disaient et j'avais oublié d'observer ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. Et en fin de compte, en observant leurs expressions de visage, je me suis rendu compte que je savais qu'ils comprenaient ce qui se passait dans un film, ou je savais qu'ils comprenaient ce que je leur disais parce que ça se voyait dans leur regard. Et ça, alors, une fois qu'on l'a appris, on fait des progrès en tant qu'enseignant qui sont importants. Et aussi ne pas avoir de préjugés. Souvent, on a des préjugés par rapport à l'apparence d'un enfant, etc. Mais si on regarde dans les yeux, enfin... Oui, je comprends ce que tu veux dire. On peut voir si l'enfant comprend, si l'élève, oui, tu as là où je raison. suis évangéliste. Mais tu vois ce que tu viens de dire sur cette question idiote sur combien de pieds à la chaise, ça me rappelle ce qu'on peut trouver dans des manuels pour apprendre des langues étrangères. En général, dans les manuels, les premières leçons, ce sont oh, comment tu t'appelles? Où habites-tu? Et quand on est dans une classe, c'est une question un peu idiote. Oh, comment tu t'appelles? Je m'appelle. Pourquoi est-ce qu'on va pratiquer, répondre à des questions qui n'ont pas d'intérêt, comme tu disais avant, parler sans raison?
Oui, oui. Euh, Moi, je me rappelle en anglais, quand je suis arrivée en France, c'était où est le parapluie? Is Brian in the kitchen? J'ai appris avec cette méthode. Hein? Is Brian in the kitchen? Est-ce que Brian est dans la cuisine? je ne connais pas cette méthode, hein. C'était la méthode de l'époque. Enfin, moi, j'ai pas appris, mais mes camarades ont appris. Et c'est vrai que ça n'avait aucun sens. Ils aiment pas. Et c'est pour ça, expliquer aux enseignants qui peuvent donner des choses à écouter, qui correspondent aux élèves, surtout aujourd'hui avec YouTube, etc. Ils peuvent Mm, donner des choses qui intéressent les mm, élèves. Et je dis toujours à mes élèves, qu'est-ce qui t'intéresse? Mon premier truc, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Et j'apprends à les connaître. Alors, parfois, les inspecteurs, ils me disent, mais tu perds beaucoup de temps avec ça. Mais non, j'en gagne parce que quand je sais ce que ma classe aime, après, c'est tellement facile parce qu'ils viennent avec plaisir en classe et on regarde des choses qui les intéressent et qui sont réels. mm. Ça tient au monde réel. Et du coup, ils sont enthousiastes. Ça Ex- change tout. Oui, regarder des choses, écouter des choses qui nous intéressent. Oui, Ouais. exactement. Très bien, Tamara, c'est vraiment passionnant. Pour terminer cet entretien, est-ce que j'aime poser la question, est-ce qu'il y a un livre ou même un film ou, enfin, c'est pas forcément un livre en fait. Maintenant, j'ai un peu changé, bien que je pense que la lecture soit très importante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais recommander, Ah, qui est inspirant, motivant ou... je suis passionnée par plein de choses. Alors, en livre, mon livre préféré, mais il est un peu dur, je pense, c'est Le Comte de Monte-Cristo. J'adore ce livre. Ouais. d'Alexandre Dumas, celui qui a écrit les trois, les trois mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, qui est très bien aussi et qui se passe dans le sud-ouest de la France. Oui. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a des mystères, il y a du vol, j'aime beaucoup. Et dernièrement, j'étais à l'île d'If et donc j'étais passionnée. J'adore ce livre. J'aime beaucoup aussi Cyrano de Bergerac. Ah oui. Et il est en Ah. film. Oui, il Mais y le a plusieurs films. Il y a eu plusieurs films. Bon, le plus ouais, récent, c'est, je pense, celui avec Gérard Depardieu, je ouais. pense. Oui, Oui. je pense. Ouais. Après, avec mes enfants, on adore regarder les gendarmes. Les gendarmes à Saint-Tropez. Bah, c'est vrai que c'est un film qu'on peut recommander pour ceux qui apprennent le français, parce Je que pense. c'est facile à comprendre, c'est Oui, drôle. oui. Et tous les films avec Louis de Funès, Oui, Rabbi Jacob, oui, tous les étés, on le regarde avec mes enfants. oui. C'est vrai que c'est Louis de Funès. Rien qu'à ses expressions de visage, à tout, on comprend. Ils vont pas comprendre. Il faut regarder le film. Et la grande vadrouille aussi. La grande vadrouille, Oui, c'est très drôle. parce que j'enseigne le théâtre, avec mes élèves, on a transformé la Grande Vadrouille pour le théâtre et c'était un très grand plaisir de le jouer sur scène. La Grande Ah, Vadrouille, très chouette. Et aussi, alors comment ça s'appelle? Il est l'or, Monseigneur. Euh, j'ai un trou de mémoire. hmm. Le film où il joue, il trahit le roi. Ah oui, la folie des grandeurs, non? Oui, Hmm. oui, c'est un préféré de mes enfants aussi, La Folie des Grandeurs. Mais oui, Donc je vous êtes fan de Louis de Funès dans votre famille? oui, oui, oui. Ben, c'est des vieux films, mais qui font bien rire et Oui. qui détendent. Après, récent, dans les films récents, j'ai beaucoup aimé L'Ascension.
Je ne sais pas si Ah. tu connais. Est-ce que c'est le film où c'est un homme qui veut monter le mont Mm. Everest pour impressionner une fille? Oui, ça, c'est ça. Oui, c'est un bon film, oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très Et intéressant puis ce c'est film. basé sur une histoire vraie. Exactement. Mmh. Et c'est authentique, je trouve. Oui, Et ça fait vraiment les quartiers de Paris. Enfin, j'ai beaucoup oui. aimé. De toute Et façon, j'aime beaucoup l'acteur déjà. oui, l'acteur est très bon. Et en parlant de Cyrano de Bergerac, il y a eu un film récemment, mais pas sur Mhm. Cyrano, sur l'auteur, sur Edmond de Rostand. Je Oui, ne sais pas génial. si ouais, ce Il était film est génial. vraiment super. J'ai beaucoup aimé, et je ne savais pas que cette pièce de théâtre avait été un succès, mais vraiment, enfin, Et j'ai le appris film, beaucoup de choses. oui, le film sur Gustave Rostand est génial. J'ai beaucoup Oui, aimé. Ouais. Edmond, Edmond, pas Génial. Gustave. Gustave, c'est Eiffel Pourquoi? et Edmond de Rostand. Tellement le restant. J'ai beaucoup aimé. Et dernièrement, en série, Arsène Lupin avec Omar Sy. Oui, J'ai aimé. ça fait, on dit en français, c'est une expression, ça fait un carton, c'est un grand succès, Arsène Lupin, mais moi je ne l'ai pas vu la série, non. Ouais. J'aime beaucoup Omar Sy en tant qu'acteur Mmh, et son film qu'il a révélé au grand public mmh. aussi avec, c'est quoi? Les Intouchables, Les Intouchables, ouais. c'est un Mais il risque film. de choquer les anglophones. Comment? Il risque de choquer les anglophones. Ah bon, Il est tu très trouves? pudique. Oui. Mm. Il n'est pas très pudique. C'est pas grave. Mettez dans les commentaires si vous avez vu ce film et si vous êtes anglophone, mettez si ça vous a choqué, ça m'intéresse là. Non, mais je vous assure, on est plus pudique que vous. Ça, je sais. Mais c'est vrai que les films français peuvent être un peu choquants parfois. Mais, mais parfois, ça m'énerve un peu en tant que Française, cette pudeur, ou plutôt cette fausse pudeur anglaise, anglophone. Oui, alors ça peut être une fausse pudeur, effectivement, parce qu'en réalité, ben, Oui, oui, on est d'accord. Sauf que dans mon cas, mes parents étaient très religieux et donc, ah ouais. effectivement, ils étaient extrêmement pudiques. Mais je me rappellerai toujours, j'enseignais aux États-Unis, dans une école chrétienne aux Mhm. États-Unis. Et un couple est allé visiter Paris et quand ils sont revenus, la dame m'a dit, oh, les statues sont nues. Tu vois, ça m'énerve, ça. Et moi, elle me dit, non, mais c'est pas possible, les statues sont nues. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous savez, c'était une autre époque, la Renaissance. Voilà. Et elle me dit, non, mais ça, j'arrivais vraiment pas. J'ai essayé de me contenir, mais j'avais un petit sourire. Tu avais Oui, envie de rire, oui. oui, j'avais envie de rire parce que je suis passionnée d'art. J'ai Mhm. fait, en fin de compte, j'ai fait une formation en histoire de l'art. Et c'est ma première passion. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'étais là, oh, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous avez manqué quelque chose. Oui, et j'étais, oh, j'ai dit, ben, la prochaine fois que vous avez assez d'argent pour aller en France, donnez-le-moi, j'irai. Pour pas que vous soyez choqués. C'est pas gentil. C'est pas très gentil, non. Mettez dans les commentaires si vous êtes choqué par les sculptures nues ou les peintures nues. Eh bien oui, 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 il faut les couvrir. Parce que, en fait, quand j'étais éditrice pour les cours de ligne digitale, en ligne, Oui. c'était un sujet de discussion. Nous ne pouvions pas mettre des personnages en maillot de bain dans le livre et dans Ah oui. le
Et ils nous ont aussi interdit de faire des couples mixtes avec quelqu'un qui était noir et quelqu'un qui était blanc. Ah, mix dans ce sens, Oui, d'accord. Mixité raciale. Mm. oui, que ça déjà. Que ça déjà. À Mais ça, l'époque, c'est en en 2000. train de changer, hein. Oui, c'est Mm. en train de changer à cause de ce qui se passe en ce moment, ça change. Mais Mm. nous, en tant qu'équipe, nous avons été très choqués parce que tout le monde était en couple mixte, tous. Mm. Euh, culturels, Mm. de nationalité ou de couleur. Mm. On était tous interraciales. Mm. Donc, nous avons été très choqués par cette demande. Mm. On a Ouais. failli arrêter. Ah ouais, Euh, on- ouais, ouais, Parce que pour nous, c'était important que les cultures se mélangent. Ouais. bien sûr. Mm. D'accord, Voilà. Tamara, très bien. Merci pour toutes ces bonnes recommandations. Et est-ce que À tu toi. as... Comment? Vas-y, 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 Oui, tu as encore quelque chose? vas-y. C'est beaucoup de recommandations là, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un mot de la fin, Tamara? Alors, oui, je vous laisse avec la citation de Charlemagne qui Ah, aurait dit, qui aurait dit, alors, parce que c'était il y a longtemps, alors oui, ce qu'on oui, gens, il aurait dit avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. oui. J'aime beaucoup cette citation. J'ai cette citation aussi sur mon site. Et à la fin de mes emails. Mais moi, j'avais trouvé que ce n'était pas de Charlemagne, Moi aussi, mais ouais, c'était bulgare, de oui. Bulgarie. Enfin bon. Moi, je pense que c'est pas Charlemagne. Le langage ne correspond pas. Mais peut-être parce que Charlemagne était un grand empereur. Oui, Et exactement. on nous dit en France toujours que c'est lui qui a inventé l'école. Oui, oui, oui. Pour lui, c'était important. Et il voulait que tout le monde puisse avoir des chances. Oui. Oui, c'était très important, ouais. Mais je pense aussi que l'éducation, c'est le moyen de s'en sortir. L'éducation, sortir de l'ignorance, lire beaucoup Oui, et exactement. acquérir beaucoup de langues différentes parce que quand on acquiert une langue, on acquiert aussi, comme tu dis, une seconde âme, une autre culture. Exactement. Donc, Et ça ouvre l'esprit, mm, ça engage l'empathie, on mm, comprend mieux les autres et on se rend compte que le monde n'est pas blanc et noir, mais mm. ah oui, dans une autre culture, on peut percevoir ça comme ça. Il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Et ça, c'est important, je pense. Exactement, exactement. Eh ben, c'est parfait pour terminer cet entretien. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, beaucoup Tamara pour cet Merci. entretien passionnant, encore une fois. C'était Merci à un grand plaisir. Et à bientôt, j'espère, dans le sud-ouest. j'espère à bientôt. Le foie gras me manque, hein, le foie Ah oui, gras. le foie gras. Mais tu seras là cet été ou pas? Non, pas cet Non. été, non. D'accord. Eh Moi, ça bien, fait longtemps que je viens. oui. Donc, Merci beaucoup, Tamara. À avec bientôt. grand plaisir.